Merci pour votre attention. Merci Monsieur Barré pour ces propos riches et à la fois intéressants et sur lesquels on va pouvoir échanger tout à l'heure. Et j'en enchaîne tout de suite donc et je cède la parole au docteur Kevin Morel donc de Sarclay pour le troisième temps d'intervention et pour 10 minutes. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Donc moi en fait je vais illustrer peut-être concrètement par des exemples concrets un petit peu ce que mon collègue vient de dire. Je vais vous présenter des cas d'études spécifiques de fermes dans le nord de la France qui peuvent montrer qu'en fait l'innovation écologique permet à la fois d'être plus efficace au niveau de la gestion des ressources mais également d'atteindre un niveau élevé de viabilité économique, ce qui est souvent perçu comme un frein au développement de solutions environnementales et que l'innovation écologique, bien sûr elle se fait à l'échelle de la ferme, mais elle se fait aussi dans des dynamiques collectives plus vastes. Donc moi je travaille sur des systèmes très particuliers, des fermes très particulières qu'on appelle les micro-fermes et qui sont en fait des initiatives qui sont en train de se développer en France, qui ont un succès croissant. Et ces micro-fermes en fait c'est des très petites fermes maraîchères biologiques. Donc maraîchères c'est qui produisent des légumes et elles sont portées par qu'on pourrait appeler des néo-paysans, donc des personnes, des jeunes agriculteurs qui sont pas issus du milieu agricole, qui ont souvent un niveau d'éducation élevé et qui choisissent de devenir agriculteurs parce qu'ils voient ça comme une manière concrète de changer la société et d'aller vers plus de durabilité. Donc quand ces jeunes agriculteurs arrivent sur des fermes, ils ne cherchent pas à s'installer sur des grandes fermes très spécialisées, mais au contraire à s'installer sur des fermes très petites et avec une grande diversité de pratiques écologiques. Donc par exemple, ils mettent sur ces fermes-là, on est donc en dessous de 1,5 hectare par actif, avec des gens qui pratiquent les associations de culture, comme vous voyez ici, vous avez une photo où il y a à la fois sur 1 mètre carré une salade, des radis et des carottes cachées quelque part, donc très productif par unité de surface, et avec une grande diversité et une place importante accordée à des habitats pour la biodiversité. Et ces agriculteurs cherchent aussi à s'ancrer dans des dynamiques plus locales de collaboration avec les villages aux alentours pour aussi créer du développement rural. Donc ça peut paraître beau et utopique tout ça. Donc nous, dans notre équipe de recherche, on a cherché à regarder est-ce que ces pratiques pouvaient aussi mener à des niveaux de viabilité économique. Donc là, je vais vous présenter des résultats d'une étude que j'ai menée sur une vingtaine de micro-fermes au nord de la France. Alors, je suis désolé, on voit pas énormément la diapositive, mais en fait, on a cherché à comparer 3 systèmes. Donc, la troisième colonne, la colonne de droite, c'est ce qu'on appelle Diversified Market Gardening. Donc là, c'est en gros le scénario du maraîchage diversifié classique en France, donc très motorisé, avec un tracteur pour faire la plupart des activités de maraîchage, travail du sol lourd, etc. Et un recours assez important aux intrants du commerce, donc fertilisants et produits phytosanitaires. C'est la colonne de droite, ce scénario un peu témoin. Et en face de ça, vous avez 2 autres scénarios qui, eux, sont des scénarios de micro-fermes, donc sur des surfaces inférieures, avec les pratiques écologiques dont j'ai parlé, de l'engrais vert, les associations de culture, etc. Et vous avez 2 scénarios, un entièrement manuel, donc sans motorisation du tout, et le scénario central où il y a un compromis, dont vient parler mon collègue, un compromis entre le travail manuel très intense et la motorisation, en acceptant d'avoir un niveau intermédiaire de motorisation pour un travail du sol léger. Vous voyez qu'en termes d'impact environnementaux, donc les 2 premiers systèmes, les systèmes de micro-fermes, quand on les compare aux systèmes plus classiques, ils consomment moins d'énergie parce qu'ils sont moins motorisés. Ils mènent à moins d'érosion des sols parce qu'ils ne labourent pas, ils travaillent quasiment pas le sol, donc ils laissent la vie des sols faire son travail avec les vers de terre, etc. Et comme ils mettent en avant plein de pratiques écologiques à l'échelle de la ferme, ils achètent très peu d'intrants commerciaux, de fertilisants et de produits phytosanitaires, et on sait que la production de ces intrants représente un coût en énergie non négligeable. Et en termes de biodiversité, comme ils font beaucoup de place à la biodiversité sur leur ferme, ils ont aussi des résultats supérieurs.
Donc ça paraît très intéressant. Et quand on regarde les viabilités économiques, je me suis basé sur des fermes qui existent réellement, mais comme ces fermes sont encore très très pionnières et très peu nombreuses, je me suis basé sur des données réelles pour explorer par modélisation un certain nombre de scénarios. Donc vous voyez, pour chaque ferme ici, j'ai testé 1000 scénarios et on voit qu'en moyenne, les premières fermes, donc les micro-fermes, produisent plus par unité de surface. Donc là, comme c'est des fermes maraîchères diversifiées, j'ai pas réfléchi en rendement en tonnes par hectare, mais j'ai réfléchi en termes de panier de légumes hebdomadaires. Donc si on fait un panier de légumes complet pour une famille par semaine, pendant 50 semaines, combien on peut produire de paniers par hectare? Et vous voyez que les deux premiers systèmes, qui sont très intensifs et très écologiques, on peut, dans le premier cas, produire une centaine de paniers par hectare, dans le deuxième cas, à peu près 70 paniers par hectare, et quand on compare au scénario classique, on est à 25 paniers par hectare. Donc ça veut dire que en ayant moins de motorisation, on peut densifier les cultures, parce qu'en fait, quand on n'a pas de tracteur, on doit laisser des espaces entre les rangs pour que le tracteur puisse passer entre pour désherber. Mais si on n'a plus de tracteur, on peut resserrer les cultures, on peut densifier, on peut faire de l'association de cultures, et en fait, avec la main humaine, on peut produire plus par unité de surface. Et en termes de chances de viabilité économique, vous voyez qu'en routine, on arrive à des chances de viabilité économique bien supérieures pour les scénarios de micro-fermes par rapport aux scénarios classiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on atteint cette viabilité économique sur des surfaces plus petites. Vous voyez ici, vous voyez dans le tableau, la surface à peu près moyenne pour être viable sur ces systèmes. Dans les deux premiers, on est autour de 3000 m² par actif, 6000 m² par actif, alors que dans le système classique, on a 1 hectare 2. Donc ça veut dire que même en termes de création d'emplois, on peut créer un emploi sur une surface inférieure et donc potentiellement, pour une surface identique, créer plus d'emplois. Ce qui est intéressant. Donc bien sûr, ces agriculteurs, ils cherchent à collaborer avec les écosystèmes, à s'inscrire dans les écosystèmes, mais ils cherchent aussi à collaborer avec leurs voisins, et pas uniquement avec des gens qui partagent forcément leur vision agroécologique, mais aussi avec les agriculteurs plus conventionnels. Donc là, vous voyez un exemple d'une collaboration entre paysans en Bretagne. Donc vous avez en le rond vert la ferme Organic Microfarm, qui est donc une micro-ferme dont je viens de vous parler, mais ils collaborent avec aussi un éleveur laitier conventionnel de 80 hectares et une entreprise de brasserie. Et on voit de plus en plus ce type de collectif s'organiser, d'agriculteurs qui disent la ressource, pour être efficient dans l'utilisation des ressources, c'est bien de travailler à l'échelle de la ferme, mais c'est bien aussi de travailler entre les fermes, parce qu'il y a certaines fermes qui vont produire des déchets, par exemple du fumier, des légumes qu'on va pas pouvoir manger, et ces déchets-là peuvent être réutilisés par d'autres fermes. Et donc quand les fermes localement collaborent ensemble, on peut recycler un certain nombre de matières localement, ce qui permet aussi de ne pas avoir recours à des intrants extérieurs. Et donc là, vous voyez ici que, par exemple, je ne rentre pas dans les détails, mais que les deux fermes, l'éleveur laitier et le maraîcher, mutualisent l'utilisation d'un tracteur, ont un même captage d'eau, donc ce qui permet de limiter l'énergie nécessaire à faire ce captage et l'énergie nécessaire pour construire le tracteur. Et vous voyez que les trois entreprises vont mutualiser pour vendre ensemble sur des marchés, ce qui permet aussi de limiter l'énergie nécessaire à la distribution. Donc, en fait, on peut, en s'organisant à l'échelle du territoire, augmenter l'efficience des ressources. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'usage de ressources, mais que cette collaboration entre les agriculteurs, elle a aussi un impact fort sur la vie locale, parce que en collaborant ensemble, ils créent une attractivité au niveau du territoire. Donc, vous voyez, entre parenthèses, je vois Future Cheesemaker. Ça veut dire que leur collaboration est tellement intéressante qu'il y a des gens qui disent mais nous, on pourrait aussi rajouter d'autres activités avec le lait, produire du fromage et aller de plus en plus vers les écosystèmes de fermes. Et à l'échelle du village, ils ont tellement créé de dynamique et d'attractivité que, par exemple, vous voyez la petite photo en bas à droite, c'est le village qui était en train de tomber en ruine. Et il y a des jeunes qui reviennent et qui s'installent dans le village, qui reconstruisent les maisons parce qu'ils se rendent compte que le village devient vivant. Et donc, ces écosystèmes de ferme ont aussi un impact sur la vie du développement rural. Donc, on voit absolument rien, malheureusement, parce que c'est trop petit, mais je savais pas que les écrans étaient si petits. Ce que je veux dire, c'est pas grave, vous allez pouvoir m'écouter comme ça.
c'est que cette collaboration, elle permet donc bien sûr comme je l'ai montré, d'améliorer l'usage des ressources, et que donc quand on parle d'efficacité d'usage des ressources en agriculture, il faut en termes de politique ne pas uniquement se focaliser à l'échelle de la ferme, mais envisager ces dimensions territoriales. Et ça c'est très très important. Et cette dimension collective et territoriale, elle est aussi très importante pour l'innovation. Parce que quand on veut aller vers des pratiques qui se basent sur les écosystèmes, les principes génériques qu'on a étudiés dans les laboratoires, ça ne marche plus. Parce que quand on travaille avec les écosystèmes, l'écosystème c'est toujours quelque chose de complexe, avec des aléas. Il faut connaître le sol, il faut connaître le climat, et ça on peut pas le reproduire dans les laboratoires. Donc il faut vraiment être au plus proche du terrain. Et les gens qui connaissent le mieux le terrain, ce sont les agriculteurs. Et donc il faut changer la manière dont on fait de la science, et il faut vraiment aller vers un partenariat entre les scientifiques et les agriculteurs. Et de manière collective, parce que les agriculteurs aiment bien discuter entre eux. C'est le moteur de ce qu'ils font. Vous avez un exemple avec les 3 images en haut à droite d'un cas d'étude d'innovation collective qui a été financé par le ministère de l'Agriculture en Lorraine, donc une région, et il a financé la dynamique collective d'un groupe de maraîchers qui a réfléchi à des pratiques plus écologiques, mettre des engrais verts par exemple, développer des outils manuels qui soient adaptés à du travail manuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça produit des choses très, très innovantes. Et par exemple, les plans de l'outil manuel ergonomique qui a été développé sont maintenant en ligne, en open access, et sont accessibles à un grand nombre de maraîchers. Et donc ça a permis d'être plus efficient au niveau des ressources. Et comme je vous l'ai dit, ça a aussi permis de créer une dynamique locale qui a un impact fort sur le développement rural et qui a donné aussi envie à des gens de s'installer dans la région. Et donc, à la suite de ce programme de recherche, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, on avait à peu près 8 maraîchers biologiques en Lorraine, et 10 ans après, à l'heure actuelle, on en a 120. Donc, on est passé de 8 à 120 maraîchers en 15 ans, et c'est aussi fortement dû à cette dynamique collective qui a été créée. Donc, juste pour résumer, en termes d'implication pour la politique agricole commune, tout d'abord, je voudrais dire que les maraîchers et les agriculteurs avec qui je travaille, comme ils sont sur petite surface, souvent, ils bénéficient moins de la politique agricole commune que les autres, qui rémunèrent quand même beaucoup les hectares. Et malgré ça, ils sont souvent plus viables économiquement, car ils ont d'entrée de jeu intégré dans leur raisonnement qu'ils n'auraient pas beaucoup d'aide de la PAC, et donc il fallait qu'ils fassent plus avec mieux. Donc, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre là-dessus. Et si, par contre, on veut quand même chercher à les aider au niveau du premier pilier, il serait plus intéressant de donner des aides à la ferme, à l'agriculteur, plutôt que des aides à l'hectare, parce que c'est des gens qui ont très peu d'hectares. Et en termes de second pilier, donc je viens de vous dire que c'est très intéressant de financer et de supporter l'innovation collective, parce que cette dynamique collective peut à la fois avoir des impacts sur l'efficience des fermes, sur l'efficience des territoires, mais aussi avoir des impacts indirects sur le développement rural. Et je finirai juste par un tout petit mot rapide sur les progrès de recherche. Quand en tant que scientifique, on veut travailler avec les agriculteurs, faire de la recherche participative, c'est très difficile de savoir a priori où on va arriver. Parce que les agriculteurs, ils peuvent changer d'avis, il faut être flexible, ils sont sur le terrain, ils ont des contraintes. Et du coup, quand on candidate à un projet de recherche, on doit déjà avoir écrit le projet de recherche, les résultats, et limite avoir déjà écrit des articles scientifiques avant de publier. Et en fait, il faudrait plutôt, dans la sélection des dossiers, sélectionner la méthode plutôt que les résultats attendus. Et dire des gens qui veulent faire de la recherche avec des agriculteurs, même si on ne sait pas où ils vont, il faut leur faire confiance, car quand on travaille avec des agriculteurs, on arrive à des innovations qui sont plus utiles aux agriculteurs à la fin. Merci. Merci.